Bienvenue à tous, nous sommes ici à Soulenduy, au CSA, le centre de stockage de l'Aube, pour vous proposer une émission spéciale consacrée à ce site géré par l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Le centre de stockage de l'Aube fête cette année ses 30 ans. C'était l'occasion de vous faire découvrir son rôle et ses missions. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir le sommaire. Dans ce numéro spécial anniversaire, découvrez le passé, le présent et le futur du centre de stockage de l'Aube. Vous allez connaître tout d'abord son histoire, savoir pourquoi et comment le CSA s'est installé dans le département en 1992 dans le but de stocker des déchets radioactifs de faible et moyenne activité. Vous verrez comment la population a réagi à l'époque et aussi les images du premier colis stocké il y a 30 ans. Nous vous raconterons ensuite le présent du site pour le découvrir de l'intérieur et savoir comment il a évolué en 30 ans avec les nouvelles exigences de sûreté et connaître également les interactions du CSA avec son territoire et son rayonnement à l'international. Enfin, zoom sur l'avenir du centre de stockage de l'Aube, quel rôle l'ANDRA entend lui donner dans les prochaines décennies, quelle sera réellement sa durée de vie et que deviendra le site au moment de sa fermeture, des réponses à la fin de cette émission. Patrice Torres, bonjour. Bonjour Farouk. Vous êtes le directeur industriel et des activités du Grand Est au sein de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. On est au milieu de la ruche, si je puis dire, au milieu du centre de stockage de l'Aube. Qu'est-ce qui décide l'ANDRA d'installer en 1992 un tel site dans ce département? Alors l'ANDRA est déjà, il faut le rappeler, un établissement public. Et donc c'est l'État qui décide d'installer d'abord un centre de stockage de déchets radioactifs pour ensuite décider de l'installer dans l'Aube. Ce sont des recherches géologiques, déjà à l'époque un dialogue avec les acteurs du territoire et une décision qui est prise au milieu des années 80 d'implanter un centre de stockage ici, puisque le centre de stockage qui était exploité à l'époque dans le département de la Manche allait arriver à saturation quelques années plus tard. Pourquoi l'Aube et pas un autre département? Il y avait des atouts? Alors, les règles et les critères qui sont pris en compte pour installer un centre de stockage de déchets radioactifs, aujourd'hui, mais c'était déjà le cas à l'époque, sont de deux ordres principaux. Scientifiques, parce que l'objectif de ces centres, c'est protéger l'homme et l'environnement. Donc il nous faut une géologie adaptée. Donc c'est avant tout la géologie de ce territoire qui fait qu'on a pu implanter un centre de stockage de déchets radioactifs. Et ensuite, il faut aussi une volonté des acteurs du territoire. À l'époque, c'était surtout la représentation du territoire via les élus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large, on aura l'occasion d'en parler. Mais à cette époque-là, voilà, des conseils municipaux, des élus au niveau départemental qui acceptent de prendre un engagement pour le service de l'État et d'accepter ce centre de stockage sur leur territoire. Parce que justement, entre la décision d'implanter dans l'Aube ce site qui date du milieu des années 80 et l'ouverture officielle en 1992, il se passe plusieurs années parce que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut des enquêtes, il faut convaincre, c'est ça? C'est ça qui s'est passé? Avec mon regard d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avant, ils avaient une baguette magique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moins de 10 ans qu'il faut pour installer un centre, c'est plusieurs décennies. Parce qu'on le verra, évidemment, on a complexifié les choses pour de bonnes raisons. Voilà, c'est pas un jugement de valeur, c'était mieux avant ou c'était moins bien avant, pas du tout. Simplement, il y a des faits. Et effectivement, dans les années 80, décision à peu près en 84 de construire un nouveau centre de stockage, investigation géologique sur plusieurs territoires en France, comme je vous l'indiquais, choix en 86 de l'Aube, ouverture, prise en charge du premier colis déchets radioactifs en 1992. Donc 6 ans. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Aujourd'hui, c'est forcément différent. Et durant cette période, c'est des enquêtes publiques, c'est des discussions avec des élus, etc. etc. Hein, alors, ça effectivement, avec les mots d'aujourd'hui, on parlerait de concertation. Les enquêtes publiques existaient déjà, peu ou prou, sur ce qu'elles sont encore aujourd'hui en fonction des demandes d'autorisation particulières. Ce sont également des autorisations délivrées par l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité indépendante et qui doit valider les propositions de solutions techniques que l'ANDRA à l'époque propose. Des autorisations d'urbanisme aussi, comme les gens connaissent classiquement. Donc déjà, c'est de nombreuses autorisations, du dialogue avec les représentants du territoire. Dialogue,
Comment la population locale justement réagit à l'annonce de l'implantation du centre de stockage de l'Aube à l'époque? Alors là, je vais me faire le porte-parole de ce qu'on m'a expliqué, puisque dans les années 80, personnellement... Vous n'y étiez pas encore. Je n'y étais pas, mais j'ai souvent eu l'occasion d'en discuter avec des acteurs du territoire, puisque certains d'entre eux étaient déjà là. Donc une volonté au niveau des élus, des différentes communes et du département, favorable, sinon nous ne serions pas là. Et donc d'ailleurs des prises de position de certains conseils municipaux pour accepter ce centre et des avis favorables. Au niveau de la population, c'est très différent, puisque certains rappellent souvent qu'à l'époque, il y avait eu des référendums, alors pas tout à fait dans le cadre légal ou autre, mais qui conduisaient la population à s'exprimer plutôt contre l'implantation de ce centre, à plus de 70% voilà, d'expression à cette époque-là. Donc moi, je fais confiance à ceux qui étaient présents et je me dis que oui, certainement qu'à un moment donné, ceux avec qui nous avions pu dialoguer, qui avaient les informations et qui avaient des décisions à prendre, étaient plutôt favorables. Mais par contre, pour les autres, on était encore loin d'avoir suffisamment expliqué ce que nous allions faire et de quoi il s'agissait au final. Alors, on a toujours peur de l'inconnu, forcément. Alors, justement, on a rencontré un des élus qui était déjà élu en 1992. Il s'agit de Pierre Jobard, c'est l'actuel maire de Fresnay. Il était donc présent au moment de l'ouverture du centre de stockage de l'Aube et il nous décrit comment le projet du CSA, c'est comme ça qu'on l'appelle, a été... Exactement. Comment le CSA a été accueilli à l'époque. Je vous propose de découvrir sa réaction. Il y a 30 ans, j'exploitais une exploitation agricole. Donc j'ai fait toute ma carrière dans cette profession. Et j'étais adjoint au maire de la commune. Mais il y avait mademoiselle Mine, qui était chargée de communication sûrement avant l'ouverture du centre, et qui est passée dans tous les conseils municipaux du canton pour présenter le sujet. Et là, c'est vrai qu'on a eu une information relativement détaillée de la présentation des déchets, comment ça allait se passer, l'ouverture du centre. Mais ça, c'était préalable, j'allais dire au moins 3 ans avant. Il fallait apprendre ce que c'était des déchets nucléaires. Des discussions pour moi saines. Au niveau de mon village, je n'ai pas eu de tension particulière, même s'il y avait quelques bouts des comptes, mais ce n'est pas une tension exacerbée. Bon, on n'en avait pas souvent des événements comme celui-là, hein, bien sûr. Les questions, c'était quand même la dangerosité du projet, des matières qui allaient être dedans. On nous a expliqué que déjà c'était des déchets à vie plus ou moins courte, même si à Soulaine c'est 300 ans. Mais par rapport à Bure, par exemple, c'est presque, j'allais dire, un détail, quoi. Ils ont beaucoup travaillé dans la forêt, donc ça n'a pas beaucoup impacté les agriculteurs. Au fil du temps, si on veut arriver jusqu'à aujourd'hui, on a appris à connaître l'endroit. Ça ne nous a pas semblé perturber notre canton. Ça n'a même fait que l'améliorer. Même si ça n'a pas directement apporté des habitants dans la mienne, mais au niveau de l'environnement et tout ça, ça nous a permis quand même d'améliorer le paysage. Et je pense que c'est une entreprise, puisqu'on peut appeler ça une entreprise, qui est très sérieuse, qui travaillent bien. Bon, ils font des portes ouvertes, je crois qu'ils sont ouverts à la population. Retour dans notre émission spéciale consacrée aux 30 ans du centre de stockage de l'Aube. Patrice Thorez, on est en pleine activité en ce moment. Sont stockés de nouveaux colis. Comment ça marche justement votre métier? Comment on stocke des colis de déchets radioactifs? Alors, déjà, on va rappeler ce qu'est notre métier. Oui. Notre métier, c'est protéger l'homme et l'environnement de la dangerosité des déchets radioactifs qui sont produits en France. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne déjà à l'extérieur de ce site, en allant travailler avec les producteurs de ces déchets pour leur expliquer via des spécifications comment ils doivent constituer leur colis de déchets radioactifs. Donc on a des collaborateurs de l'ANDRA qui vont vérifier sur les sites des producteurs comment sont fabriqués ces colis et qu'ils sont bien respectueux de nos spécifications d'acceptation. Ensuite, ces colis de déchets nous sont livrés sous la responsabilité du producteur. Et sur ce centre, on va avoir, on va dire,
deux procédés standards. Le premier, c'est on va mettre des colis prêts à être stockés directement en stockage après avoir fait quelques contrôles et quelques vérifications. Comme on le voit là actuellement. C'est exactement ce qu'on voit là. Et pour d'autres catégories de déchets, on va compléter le conditionnement avec des installations industrielles. On reçoit des colis dans un état, on va par exemple compacter certains d'entre eux, injecter du mortier dans d'autres, ensuite on les fait sécher, on les recontrôle et on les amène dans le stockage. Et le stockage, c'est ce qu'on voit là. Ces colis-là, ils vont être mis dans des gros ouvrages en béton. Alors évidemment, ce n'est pas le béton avec lequel on fait les fondations de la maison, c'est un béton spécifié qui a été défini par des scientifiques et des chercheurs de l'ANDRA et les meilleurs spécialistes au monde pour avoir des propriétés particulières, en particulier des propriétés de rétention des radioéléments. Très bien. Alors revenons, si vous voulez bien, en 1992, puisqu'on est en train de parler de l'histoire du CSA. C'est le 13 janvier 1992, très exactement, que le premier colis a été stocké ici au CSA. Et évidemment, c'est un événement qui est gravé dans le marbre pour ce centre de stockage. Et vous avez, Patrice, un collaborateur qui était déjà présent il y a 30 ans. On a recueilli son témoignage. On va voir comment ça s'est passé il y a 30 ans, la réception du premier colis le 13 janvier 1992. Je suis sur le centre depuis le 1er décembre 1990, si j'ai bonne mémoire. Et aujourd'hui, je suis adjoint du chef de centre. J'étais là avec quelques autres collègues qui sont encore là également. C'était une journée un peu stressante, hein, puisqu'il fallait quand même pas se louper. Je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y avait une personnalité politique, je ne sais plus, c'était un ministre ou un secrétaire d'État. Donc il ne fallait pas que le pont tombe en panne le jour où on devait stocker le premier colis. Donc il y avait de la tension, aussi bien au niveau du transport, de son arrivée, que de son stockage en lui-même. Patrice Torres, dans cette première partie, on a parlé de l'implantation du CSA il y a 30 ans et du fait que ça avait suscité parfois quelques inquiétudes de la population à l'époque. 30 ans après, est-ce que vous pensez que le rôle du CSA est maintenant mieux compris de la part des Aubois? Alors, c'est une certitude. Clairement, aujourd'hui, le dialogue qu'on peut avoir avec les habitants et les acteurs de ce territoire et la connaissance de notre activité et de l'existence déjà de cette activité sur le territoire de l'Aube est nettement plus connu et c'est bien normal. Et heureusement, je dirais, que début des années 90, ça c'est une évidence. On le teste régulièrement, on questionne en fait la population sur ce qu'elle pense de notre présence, est-ce qu'elle nous connaît déjà, est-ce qu'elle sait ce qu'on fait sur ces centres. Et effectivement, aujourd'hui, on a plus de 70% des gens interrogés qui ont connaissance de la présence de l'ANDRA, qui connaissent l'activité et même qui considèrent que c'est quelque chose de positif pour le territoire. Donc, ça a évolué. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Ce qui a permis ça, déjà, c'est 30 ans. C'est notre anniversaire. C'est 30 ans de vie commune, d'expérience ensemble, de partage, évidemment de dialogue. On n'est pas le seul acteur autour de notre activité. Il y a la commission locale d'information qui a un rôle majeur aussi dans la relation entre l'industriel que nous sommes et les habitants et les acteurs du territoire. Mais vraiment, on a su construire, en tout cas de notre point de vue, mais on me l'exprime souvent, donc je sais que c'est partagé, une relation de confiance. Chacun dans son rôle. La confiance ne veut pas dire pas de contrôle, pas d'inquiétude. Les inquiétudes sont là. Notre domaine d'activité est compliqué, dur à comprendre. Le nucléaire, ça fait peur et c'est légitime. Il y a beaucoup de questions autour, donc ce n'est pas simple. Mais aujourd'hui, on a vraiment une maturité de relation qui permet qu'on puisse travailler et échanger avec la plupart et la majorité des gens en confiance. Et puis on a des outils aussi qui aident aujourd'hui. Les médias qui s'offrent à nous pour dialoguer avec les uns et les autres sont beaucoup plus fluides qu'à l'époque. Justement, on va en reparler dans une deuxième partie de l'émission qui va parler du présent du CSA. On va découvrir comment aujourd'hui vous gérez ce site. Je vous propose de faire une toute petite pause et on se retrouve au centre de stockage de l'Aube pour parler du présent du site. Dernière partie de notre émission spéciale consacrée aux 30 ans du centre de stockage de l'Aube, un site géré par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Patrice Torres, nous sommes ici dans le bâtiment d'accueil du public parce qu'il faut le rappeler, vous accueillez du public, notamment dans le cadre de Portes ouvertes. C'est l'occasion pour vous d'expliquer votre rôle et vos missions, des missions qui ne sont pas prêtes
qui ne sont pas prêtes de disparaître parce que on prévoyait au départ d'exploiter le CSA pour 30 ans. Ça va aller beaucoup plus loin. Vous comptez rester à Souillenduy combien de temps? Alors, on prévoit d'exploiter 30 ans, mais on avait déjà prévu de le surveiller au moins 300 ans. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons 30 ans et on a encore quelques décennies, disons autour de 50 ans, de capacité d'exploitation. Ce qui est une excellente nouvelle parce qu'il faut rappeler à tout le monde que ces centres de stockage constituent une ressource rare pour la France, puisque c'est compliqué d'avoir des centres de stockage de déchets radioactifs. Donc quand on en a un, il faut l'utiliser à dessein le mieux possible. À l'issue de cette phase d'exploitation, donc encore 50 ans, on rentrera dans une phase dite de surveillance pour à minima 3 siècles. 3 siècles, c'est court et long à la fois. Le site ressemblera à ce qu'on voit aujourd'hui ou il aura une toute autre allure? Alors, il aura une autre allure, ça c'est une certitude, puisque on va apposer une couverture qu'on peut déjà voir sur certaines autres de nos installations, mais sur ce centre-là, on n'a pas commencé à la poser, on la posera certainement pas avant plusieurs dizaines d'années, et donc on aura des buts enherbés, certainement, avec une forme de toit d'usine, et on surveillera ce centre comme on le fait déjà aujourd'hui pour garantir la protection de l'homme et de l'environnement. Est-ce que la manière de stocker les déchets radioactifs va évoluer au fil des ans, dans les 30 prochaines années? Alors, oui et non, c'est-à-dire que le fond du concept, comment on garantit la sûreté, on aura certainement toujours des ouvrages en béton, pour autant les formulations de béton peuvent évoluer, les colis eux aussi peuvent évoluer, et les outils qu'on utilise, ça pour sûr, évolueront, comme les gens qui continueront à piloter ces outils, puisqu'on a déjà 30 ans, on va encore exploiter 50 ans, on a plusieurs générations de travailleurs qui passent et dont l'expertise garantit la sûreté de ce site. Est-ce qu'en termes de sûreté, ça va évoluer aussi, ou finalement on a atteint un plafond qui ne bougera pas? Non, on peut clairement jamais dire, et il ne faut jamais dire qu'on a atteint un plafond en matière de sûreté. La notion d'amélioration continue n'est pas juste quelque chose écrit dans les normes ou dans les textes pour faire joli, c'est une réalité. C'est une réalité, on doit toujours chercher à progresser et à faire mieux. Il y a des choses qu'on fait déjà très bien, mais on ne fait pas tout parfaitement, et dans tous les cas, on doit toujours questionner ce qui est fait pour savoir si on peut le faire encore mieux. Ce qui est certain aussi, c'est que la sûreté de ce centre, elle était déjà garantie dans les années 80-90 quand il a été mis en exploitation, elle l'est aujourd'hui, elle le sera demain, mais on doit s'interdire d'imaginer qu'on est au bout du chemin et qu'on sait déjà tout. Si on doit parler d'avenir, on doit évoquer un travail de mémoire que vous réalisez ici au CSA. Ça veut dire quoi, un travail de mémoire? Ce centre, il reçoit des déchets radioactifs qui sont principalement constitués de radioéléments à vie courte. Mais on a aussi un petit peu de radioéléments à vie longue. Les vies courtes, et c'est en lien avec les 300 ans de surveillance en particulier, ça va. Mais on se dit que au-delà de quelques siècles, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce que la société évoluera et continuera à progresser? Est-ce qu'elle va régresser? Et donc on a l'objectif et la volonté que les générations qui viendront après nous, mais sur de longues échelles de temps, puissent garder mémoire de ce qu'on a fait ici et pourquoi on l'a fait. Et donc on travaille autour de cette idée de mémoire avec des spécialistes, mais aussi avec le grand public, pour savoir si on peut s'appuyer sur l'art comme transmission de mémoire, pour savoir s'il vaut mieux favoriser des supports numériques ou plutôt des supports papier, parce que le numérique est difficile à lire, et dans le temps, est-ce qu'on peut graver sur du saphir? Voilà, des choses comme ça. Est-ce que des marqueurs de surface, comme des pyramides, pourraient être intéressants? Et on travaille avec cet objectif-là de transmettre l'information de l'existence de ce centre aux générations, alors encore une fois, dans quelques siècles, qui viendront après nous. On parle d'avenir, et l'avenir, c'est celui notamment des futures générations. De ce fait, vous avez décidé de vous impliquer dans la vie étudiante troyenne via un partenariat avec l'UTT, l'Université technologique de Troyes. C'est un dispositif égalité des chances que vous parrainez, et nous avons demandé à Émile Nicolas, responsable valorisation projet étudiant à l'UTT, de nous expliquer en quoi consiste ce dispositif égalité des chances.
Le dispositif Égalité des chances est un programme qui vise à encourager les jeunes collégiens et lycéens du territoire de l'Aube à la poursuite d'études vers le supérieur. Le dispositif d'égalité des chances s'appuie d'une communauté éducative élargie composée d'institutionnels du territoire, d'industriels, de professionnels. Et à ce titre, il était tout à fait normal de solliciter l'ANDRA, qui est un acteur majeur du territoire, pour nous accompagner vers l'orientation des jeunes du territoire. On va s'appuyer sur des professionnels, les différents métiers assez nombreux et variés au sein de l'ANDRA, pour aller à la rencontre des jeunes collégiens et lycéens, pour leur expliquer leur métier, donner un petit peu de sens et concrètement en quoi consiste être ingénieur, être technicien par exemple, pour leur donner envie d'aller vers ce type de débouché et pourquoi pas plus tard être un talent au sein de l'ANDRA. On a des actions directement dans les établissements, donc dans les lycées en particulier, par exemple sur le lycée Gaston Bachelard à Bar-sur-Aube, mais on organise aussi des rencontres directement à l'UTT. Et donc on est plutôt fiers du bilan, à peu près 80 jeunes par an sont touchés par les enjeux de l'ANDRA, donc sont sensibilisés à la gestion des déchets radioactifs et contribuent finalement à la mémoire de l'ANDRA sur le territoire. Toute la communauté éducative élargie du dispositif de l'égalité des chances se joint à moi pour souhaiter un très joyeux anniversaire à l'ANDRA. Patrice Torres, ce dispositif Égalité des chances que vous parrainez à l'UTT et qu'on vient de voir dans le reportage, c'est pas gadget pour vous? Alors, si participer à transmettre la culture scientifique et technique, si participer à l'éducation des générations qui viendront après nous est gadget, alors peut-être que ça l'est. Pour nous, c'est même essentiel, en fait, c'est même à l'opposé d'être gadget. Ça fait partie de ce qu'on considère être nos missions en tant qu'établissement public, de contribuer à transmettre la culture scientifique et technique. On a la chance d'avoir à l'ANDRA l'association des meilleurs experts scientifiques et techniques dans certains des domaines. On partage ça. Et après, nous sommes un établissement public. Si les établissements publics ne prennent pas comme part de leur mission la formation des générations qui viennent après nous, surtout quand on travaille comme nous sur les sujets de long terme, je pense qu'elles passent à côté de quelque chose. Donc non, pour nous, c'est absolument pas gadget, que ce soit avec l'UTT ou avec d'autres, c'est essentiel. Puisqu'on parle des jeunes, vous accueillez ici beaucoup d'étudiants ou d'apprentis? Alors, pour des visites, nous accueillons évidemment beaucoup d'étudiants, voire de scolaires. Alors, les scolaires mineurs ne peuvent pas rentrer sur l'installation industrielle elle-même, mais on les reçoit pour travailler autour de sujets de protection de l'environnement, de gestion des déchets en général, donc des gens en formation évidemment secondaire. Et après, on accueille aussi beaucoup d'apprentis et de stagiaires, de l'UTT entre autres, mais de beaucoup d'autres établissements de formation, parce qu'on considère que ça aussi, c'est un des rôles des industriels et c'est encore plus un rôle d'industriel qui est un établissement public. Ça amène à des embauches parfois? Oui, totalement. On est plusieurs. D'ailleurs, c'est mon cas, puisque j'ai commencé ma carrière il y a maintenant 20 ans à l'ANDRA comme apprenti. Donc oui, ça amène à des embauches. Justement, à propos de votre équipe, on a souhaité interroger certains de vos salariés parmi les plus jeunes pour savoir comment ils voient le CSA dans 30 ans. Je vous propose de découvrir ce florilège de réactions. J'ai postulé à l'ANDRA parce que je recherchais de nouvelles expériences avec des tâches plutôt variées et j'étais loin d'imaginer la variété des missions et des métiers sur l'ANDRA, notamment au CSA. Le CSA dans les années futures, pour moi, le CSA, ça fait déjà 30 ans que ça existe. L'organisation est déjà bien rodée. Selon les projections, dans 30 ans, on serait encore en phase d'exploitation, ce qui fait que pour moi, les enjeux resteraient la sûreté et la sécurité. Alors, dans 30 ans, est-ce que je m'imagine encore travailler sur le CSA? Difficile à dire. 30 ans, c'est beaucoup à l'échelle humaine. Pourquoi pas? L'ambiance est assez conviviale et bienveillante, donc ça me plaît quand même beaucoup. Pour moi, le CSA dans les années futures, ça sera une plus grosse affluence de déchets radioactifs, notamment de par le démantèlement de certaines centrales à venir. Donc oui, j'ai l'impression d'être utile puisque en fait, grâce à la sécurité et à la radioprotection, ça nous permet de limiter les impacts sur les travailleurs. En plus, dans les domaines de la sécurité, on aura toujours de la surveillance à faire, etc. Donc oui, c'est un métier d'avenir. Le CSA dans les années futures, pour moi, sera un site plus moderne, plus numérique, tourné par exemple dans mon domaine vers la maintenance préventive, prédictive, la maintenance 4.0. Plus de capteurs, plus d'ordinateurs, une surveillance continue d'éléments qui ne sont pas aujourd'hui surveillés en permanence pour pouvoir optimiser nos maintenances préventives. Ce qui me plaît, c'est déjà le cadre de travail. C'est très intéressant d'avoir un métier où on se sent utile de le faire tous les jours
et d'avoir vraiment en plus un environnement qui est très agréable, avoir de la verdure autour de nous, c'est vraiment super. Patrice Thorez, à ces jeunes salariés qui seront peut-être au CSA encore dans 10 ou 20 ans, ou à ces jeunes générations que vous aidez et qui prendront le relais de la vie économique et sociale, quel message vous voudriez leur faire passer à propos du centre de stockage de l'Aube? Alors, déjà, soyez fiers de ce qu'on fait, parce qu'on remplit une mission d'intérêt général. Ce n'est pas donné à tout le monde, tous les métiers ne permettent pas ça. Donc soyez fiers de ça et gardez ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire de l'implication, la volonté de bien faire. Restez humble, parce qu'on n'est jamais au bout du chemin, on peut toujours progresser. Soyons fiers de ce qu'ont fait également nos prédécesseurs qui nous ont laissé un très bel outil, des concepts et des organisations qui étaient déjà robustes et qu'on ne fait qu'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, continuez à être sérieux, à bien garder la maison. Merci Patrice Thorez de nous avoir accueillis pour les 30 ans du CSA. Je propose qu'on se retrouve dans 30 ans, c'est ça? Ici même? Oh, même tous les 10 ans, on aime bien recevoir et on aime bien le fêter. Donc on va fêter tous les 10 ans, ça sera déjà très bien. Merci à vous. Merci en tout cas Patrice Thorez et on se retrouve très bientôt sur l'antenne de Canal 32 pour de nouvelles découvertes auboises. De retour dans notre émission spéciale consacrée aux 30 ans du centre de stockage de l'Aube, un site basé à Soulenduy, géré par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Patrice Thorez, je le rappelle, vous êtes le directeur industriel et des activités du Grand Est au sein de l'ANDRA. Dans cette deuxième partie d'émission, on va parler du présent du CSA. Concrètement, combien de personnes travaillent au sein du CSA et quelle est sa taille? Alors, aujourd'hui, c'est entre 200 et 300 personnes qui travaillent sur ce centre tout au long de l'année pour qu'on puisse remplir notre mission de protection de l'homme et de l'environnement. En termes de taille, on est sur une centaine d'hectares, tout compris avec la route d'accès, la zone des ouvrages de stockage et puis les zones de bâtiments industriels ou de bâtiments administratifs. Combien de colis sont stockés en moyenne par an? Alors, je vais vous donner un ordre de grandeur en moyenne, oui, mais il faut bien avoir en tête que c'est relativement variable. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif de cet outil, qui a été financé par les producteurs de déchets radioactifs, c'est de prendre en charge tous les déchets qu'ils souhaitent évacuer sur une année. Donc, pour répondre à la question, on est entre 15 000 et 20 000 colis par an, 17 000 par exemple pour l'année passée. Dans les années 90, début des années 2000, on recevait beaucoup plus que ce qu'on reçoit aujourd'hui. Mais voilà, c'est l'ordre de grandeur, donc ça reste des volumes relativement faibles. Pour plus parler aux gens, en nombre de camions que l'on reçoit par jour, on va être autour de 3, 4, 5 camions maximum par jour de colis de déchets radioactifs. La question que peut se poser un téléspectateur, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des colis? Des déchets radioactifs, pour partie. Et que sont ces déchets radioactifs? Voilà. Non mais évidemment, physiquement, si je vous dis que déchets radioactifs, personne ne va être capable de savoir ce que ça représente. Sur ce centre-là, où on reçoit des déchets d'une catégorie particulière, ce sont les déchets radioactifs de faible et moyenne activité, principalement constitués de radioéléments à vie courte, on va retrouver des tenues utilisées en environnement radioactif, en environnement ionisant. On va retrouver des morceaux d'équipement, voire de bâtiments, quand on fait les opérations de maintenance, des filtres de ventilation, voilà, des choses comme ça. Des matériaux, des outils ou des habits, s'ils n'étaient pas produits dans un environnement nucléaire et s'il n'y avait pas des mesures de vérification et de contrôle, on ne peut pas savoir qu'ils sont radioactifs. Et ces déchets, on les met à l'intérieur d'un colis et surtout, on va les entourer d'un, on va parler dans notre jargon de liant hydraulique, pour faire simple, souvent un mortier en béton, puisque à l'intérieur d'un colis de déchets, on a entre 30 et 40% du volume qui est pris par des déchets et le reste est pris par ce liant qui joue un rôle de barrière biologique aussi pour retenir la radioactivité. Quand vous êtes exploitant d'une installation nucléaire de base, régulièrement, vous devez apporter la démonstration que vous réalisez votre activité avec les meilleures techniques disponibles. Donc c'est les outils. On est dans la salle de conduite centralisée. Un truc qui est sympa, c'est que ce qui date de l'origine, ici, c'est principalement le mobilier. Si vous regardez d'ailleurs, voilà, on aime pas, mais en tout cas, le mobilier de l'origine... Mais la technique a changé.
La technique a changé. Si on regarde voilà, les écrans ou ce qu'on appelle les interfaces aux machines, on est sur des PC. À l'époque, on avait des choses qui ressemblaient plus à des Minitel ou autres. On a quand même quelques interfaces aux machines pour des modes dégradés qui restent. On en a derrière nous, par exemple, pour la ventilation nucléaire. Ça c'est à l'origine. Mais derrière, tout ce qui tourne, les automates, les ordinateurs, tout ça, ça a évolué. Je suppose que la France n'est pas le seul pays à organiser la gestion de stockage des déchets radioactifs. Alors non, effectivement, alors, tous les pays n'ont pas une production d'électricité nucléaire, mais la quasi-totalité des pays qui ont des hôpitaux, des laboratoires ou une activité industrielle ont des déchets radioactifs. Donc oui, énormément de pays ont la nécessité de gérer leurs déchets radioactifs, d'autant plus que ça c'est une constante à peu près mondiale. Chaque pays, pour le moment, gère ses propres déchets radioactifs. En France, on gère nos déchets radioactifs, avec une petite exception pour Monaco, puisqu'il y a un accord entre Monaco et la France. Mais donc les autres pays font soit comme nous, pour les pays les plus avancés, soit pour ceux qui n'ont pas encore de solution de stockage, par exemple, ont des solutions d'entreposage, c'est-à-dire des solutions temporaires. Mais la philosophie au monde de gestion des déchets radioactifs, c'est effectivement le confinement de ces déchets par mise en stockage, tout en restant humble et sans être pompeux. En tant que Français et que spécialiste de ce domaine, je considère qu'on a un des meilleurs systèmes de gouvernance vis-à-vis de la gestion de nos déchets radioactifs. Autour de cette gouvernance gravite ce qu'on appelle la CLI, la Commission locale d'information. Cette CLI, cette Commission locale d'information, est présidée dans le département par le président du département de l'Aube, Philippe Pichery. Nous sommes allés le voir pour qu'il explicite ce rôle de la CLI et puis nous dire aussi comment il perçoit votre action. Témoignage. Une CLI, c'est une organisation qui rassemble des acteurs de la société avec différents profils, des élus, des représentants syndicaux, des représentants du territoire, des représentants des associations. Et c'est un lieu d'échange, de concertation et d'information. La première finalité de la CLI, c'est de rendre accessible le plus d'informations possible sur le centre au plus grand nombre et notamment, bien sûr, aux habitants qui sont à proximité. Les acteurs du site sont des gens sérieux qui ont conscience de leurs responsabilités, de leur mission et qui l'assument avec le maximum de précautions. Le département ne contrôle pas cette gestion. Il y a des organismes qui ont des moyens appropriés qui le font. Moi, j'ai confiance dans les acteurs du CSA en restant très vigilant dans le cadre des missions qui sont celles de la CLI. Le département n'a pas de rôle proprement dit dans le CSA, mais il a un rôle important par rapport à la présence du CSA sur son territoire. Le département, lui, a des responsabilités en matière d'équipement qui permettent de desservir dans les meilleures conditions et de faire vivre dans les meilleures conditions le CSA. On a des rôles différents. Ce sont des relations respectueuses. Notre mission, notre indépendance fait qu'on est dans une position où on discute très librement. C'est un équipement qui, dans la vie locale, par la fiscalité, qui effectivement permet de doter les territoires concernés de différents moyens. Le CSA, aussi paradoxal que ça puisse sembler, qui est un établissement stratégique et qui est protégé, est administré par des gens qui ont le souci d'être des acteurs locaux, de contribuer à la vie locale. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important. Patrice Thorez, au-delà de votre premier rôle, qui est évidemment le stockage des déchets radioactifs, le centre de stockage de l'Aube joue un rôle au sein du territoire. Comment vous le définiriez? Alors on a plusieurs rôles, je dirais, au sein de notre territoire. Un rôle d'industriel classique qui crée une activité économique avec tout ce que ça impose et tout ce qui en découle. Et après, il y a quelque chose d'un petit peu particulier. Dans les échanges avec les acteurs du territoire, à l'époque où on s'est implanté, on a vite mis sur la table le fait que, de notre côté, on souhaitait être vraiment des acteurs impliqués dans la vie de ces territoires. Et les territoires nous ont également demandé de l'être. Donc ça passe par le recours, dans le respect des règles qui s'imposent à nous, mais le plus possible aux entreprises locales. Donc à chaque fois qu'il y a une entreprise locale qui est en capacité de réaliser des prestations pour nous et de remporter les appels d'offres ou les mises en concurrence, on peut travailler avec. Donc ça, c'est un des premiers leviers. Et aussi participer via le soutien ou le support
d'associations, que ce soit du support technique, organisationnel. Quelquefois, ça peut être aussi du support financier, puisqu'on a une charte des parrainages qui nous permet d'aider un grand nombre d'acteurs du territoire, surtout sur le monde associatif. Voilà, c'est autant de manières de participer à la vie de ces territoires. Je pourrais en lister beaucoup d'autres, comme l'accueil d'étudiants, d'apprentis, de stagiaires. Voilà, on en reparlera certainement. Vous avez un rôle pédagogique aussi. Vous accueillez du public ici pour expliquer votre mission. On a l'obligation d'informer le public sur ce que sont les matières et les déchets radioactifs. Ça prend plusieurs formes. On publie évidemment des bilans, des rapports qui sont accessibles soit en papier, soit via les sites internet. Et effectivement, on reçoit du public. On reçoit plusieurs milliers de personnes qui viennent visiter nos installations. On va dire qu'on est sur le CSA lui-même entre 4000 et 5000 visiteurs quand on n'est pas sur les années évidemment Covid. Là-dessus, on a une quinzaine de pourcents qui sont même des étrangers qui viennent voir, on en parlait précédemment, comment on gouverne notre installation et à quoi elle ressemble. Et après, beaucoup de gens du territoire. On a une journée qu'on appelle la journée porte ouverte qui nous permet d'accueillir entre 800 et 1200 visiteurs sur une seule journée. Et on se rend compte qu'on a des gens qui reviennent et qui viennent pour voir l'évolution de cette installation et pour avoir de la matière. Ils peuvent le faire via les sites internet, mais pour beaucoup, le contact direct est tout aussi intéressant. Parmi les communes avec lesquelles vous avez un lien, il y a bien sûr Soulène-d'Huy. Nous sommes allés à la rencontre de son maire, Philippe Dallemagne, qui est aussi le président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaine. Nous lui avons demandé ce que représentait pour lui le CSA. Je vous propose de découvrir sa réponse. L'Andra, il est considéré comme un vrai partenaire concernant l'aménagement du territoire. Si je prends l'exemple ne serait-ce que de la commune de Soulaine, on était 250 habitants, aujourd'hui on est 430. On a maintenu nos écoles, les services périscolaires, une maison de santé. On a réussi à faire venir un ophtalmo, un dentiste, un médecin, des kinés et puis d'autres professionnels de santé. Ce n'est pas que grâce à l'Andra, mais en tout cas c'est grâce au travail de tous qu'on a pu mettre tous ces services-là en place. Je rappelle que sur l'arrêté initial d'ouverture, c'était 30 ans d'exploitation. Donc on ne peut que se féliciter de mieux trier, réduire les volumes de déchets, ce qui nous permet aujourd'hui, sur la même surface, de pouvoir espérer stocker encore pendant 40, peut-être 30, 40, voire même peut-être 50 ans. L'Andra, aujourd'hui, il est considéré comme un chef d'entreprise lambda. Il y a 30 ans, j'étais plutôt opposé à l'implantation du centre de stockage, mais non pas parce que j'étais anti-nucléaire. Simplement, c'était une question de communication et d'information. On savait que ça nous rapporterait beaucoup d'argent, mais ça ne suffit pas. Les deux mots, c'est sûreté et sécurité. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est bien que ce soit la géologie qui était favorable, qui a fait qu'on ait retenu le site de Soulaine, et non pas, comme certains s'amusent à le dire, le peu de population sur le territoire. Patrice Thorez, une dernière question dans cette deuxième partie. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui au CSA ? À titre personnel, c'est de participer à la protection de l'homme et de l'environnement quelque part et de remplir une mission de service public. Après, si je me veux un peu moins pompeux, je dirais que moi, ce qui me rend fier, c'est la qualité de la relation qu'on a réussi à construire avec les acteurs du territoire. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur tout, et j'espère qu'on ne sera jamais d'accord sur tout, parce que le débat est nécessaire. Par contre, on arrive à avoir des débats constructifs, car apaisés et en confiance. Chacun a un rôle à jouer. La gestion des déchets radioactifs, c'est certes une mission confiée à l'Andra, établissement public, mais il s'agit des déchets nécessaires à l'activité de chacun d'entre nous, et c'est une mission de service public pour la France, donc ça nous dépasse largement, et c'est vraiment bien d'avoir la qualité de la relation qu'on peut avoir avec les acteurs de ce territoire, et d'ailleurs je les en remercie. Merci Patrice. On se retrouve dans une troisième partie, la dernière de cette émission, qui va parler de l'avenir du CSA, parce que contre toute attente, eh bien, ce site a de beaux jours devant lui. A tout de suite.